Bonsoir à tous. Alors j'ai bien vu qu'avec le partage du temps de parole, il essayait de faire une transition. Moi c'est Adrien. On m'a demandé de vous parler ce soir du partage des richesses. Alors il faut savoir que dans le programme, ce chapitre-là spécifiquement s'appelle Partager et protéger. Donc c'est les deux versants du programme qu'on va avoir. Et avant toute chose, une bonne nouvelle, la France est un pays riche. Une mauvaise, pas pour tout le monde. Donc, ça y est, ça joue bon. Donc j'ai sélectionné deux graphiques. Alors, désolé pour ceux qui n'aiment pas les graphiques. Simplement, tous les jours, souvent dans les informations, vous pouvez entendre parler de classe moyenne, de catégorie aisée, de classe populaire, et sans savoir vraiment où les gens se situent. Donc ça c'est un tableau qui est assez intéressant, où sur l'axe des abscisses, vous pouvez voir en fonction du foyer dans lequel vous êtes, donc personne seule, famille monoparentale, couple sans enfant, couple avec un enfant, etc. Et en ordonnée, les revenus. Sur ce graphique, les revenus sont comptés donc, de façon mensuelle et tout est compté. Donc les impôts sont déjà payés, les aides sont déjà comprises, et que donc tout est compté. Donc ça permet à chacun de se situer à peu près, de voir où il en est. Sur ce graphisme, on parle de revenus médians. Alors pourquoi on parle de revenus médians et pas de revenus moyens, comme on peut l'entendre dans les informations en général? Parce que le revenu moyen, c'est pas un chiffre qui parle c'est pas un chiffre significatif. Je vais prendre un exemple très simple. Si vous avez trois personnes, une qui gagne 7 000 € par mois, une autre 2 000 et une autre 1 000, la moyenne c'est 5 000 € par mois. Si on prend le revenu médian, un médian c'est quand il y a autant de monde au-dessus qu'en dessous, le revenu médian pour ces trois mêmes personnes c'est 2 000. Ça change tout. Donc le revenu médian en France, alors comme je dois faire vite, je vais prendre pour une personne seule, est de 1 523 € net par mois. À partir de ce revenu médian, c'est de là qu'on calcule ce qu'on appelle le seuil de pauvreté. Alors, moi, avant de voir ce graphique, avant de faire des recherches, je pensais bêtement que le seuil de pauvreté, on regardait à quel moment les gens étaient devenaient pauvres et ils avaient du mal à subvenir à leurs besoins. Pas du tout. On prend le revenu médian, on le divise par 2, ça donne le seuil de pauvreté. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi en tout cas, on peut avoir des difficultés bien avant de toucher seulement 761 € par mois. Parce que les impôts sont payés, mais pas le loyer. Donc, je vous laisse imaginer pour quelqu'un qui vit en région parisienne. Donc, j'ai pris un camembert aussi. Déjà parce que j'aime bien le Monopoly. Et ensuite, pour voir comment sont répartis ces revenus dans la population. Alors, chaque secteur de cette tarte, si vous voulez, représente 10% de la population. Ça veut dire, c'est en France, ça veut dire qu'actuellement en France, il y a 10% de la population, les plus aisés, qui possèdent 27,22% des revenus. Si on monte à 20% des plus aisés, on est aux alentours de 45%, et les 30% les plus aisés possèdent plus de 55% des revenus français. Pendant ce temps-là, les 10% les plus pauvres possèdent seulement 2,89% des revenus. Alors, je ne sais pas, essayez d'imaginer, vous invitez 9 amis à votre anniversaire. Si vous coupez le gâteau comme ça, on va vous regarder bizarre. Donc le but du programme de la France Insoumise, c'est que tout le monde ait à peu près 10% des revenus. Enfin, que chaque tranche de 10% de population corresponde à 10% des revenus. Et c'est pas gagné. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le programme se découpe en deux phases, la protection et le partage. On va commencer par la protection. Vous voyez? Comme ça. Bon, désolé. Vous me le décomptez du temps de parole. Question. Bon, je vais lire, désolé. Donc, j'ai pris les mesures principales du programme, que moi j'ai trouvées et comme étant les plus importantes. Donc, la première mesure qui est dans le programme, c'est d'abroger la loi El Khomri ou Macron 2, suivant si on veut l'attribuer à son réel auteur ou pas. Ce qui gêne dans cette loi principalement, vous avez dû en entendre parler, c'est l'inversion des normes. Jusqu'au 1er janvier 2017, dans une entreprise, ça marchait comme ça.
il y avait le Code du travail qui déterminait des minimums de droits. Au-dessus, il y avait une convention de branche, une convention collective, qui était forcément plus favorable ou égale au Code du travail. Et enfin, il y avait des accords d'entreprise qui étaient forcément plus favorables que la convention, et donc que le Code du travail. Ça, c'est fini depuis le 1er janvier. Ce qui était bien dans ce système, ça voulait dire que moi, je travaille dans les télécoms. Je travaille pour une grosse entreprise avec des syndicats qui sont forts. Ça veut dire que nous, on a pu négocier des accords intéressants. Mais du coup, que le technicien qui travaillait dans une entreprise de sous-traitance, etc., il bénéficiait d'une partie de nos négociations. Parce que lui, quand on est dans une boîte de 3 ou 4 salariés, on ne peut pas négocier avec un patron comme quand on est 7000 à dire on veut des sous. Lui, il ne peut pas le faire. Donc l'ancien système permettait que les syndicats forts dans les grosses entreprises puissent protéger un petit peu les gens dans les petites entreprises. Ça, grâce à Mme El Khomri et à M. Macron, à M. Hollande et tant d'autres, c'est fini. Donc depuis le 1er janvier, on va pouvoir négocier des accords. Par exemple, jusqu'ici, la loi imposait de payer 25% l'heure supplémentaire. Par un accord d'entreprise, on va pouvoir le payer 10%, le payer au même ratio qu'une heure normale. Ensuite, on souhaite mettre en place un protectionnisme solidaire. Alors l'idée, elle est assez simple, donc il y a plusieurs points. L'idée, elle est assez simple en fait. Actuellement, ce qui tue les entreprises en France, ou en tout cas ce qui les met en grande difficulté, c'est que des produits étrangers sont moins chers. En soi, c'est de la concurrence libre, c'est plutôt bien. Maintenant, il faut savoir pourquoi ils sont moins chers. S'ils sont moins chers parce que c'est des enfants de 6 ans qui travaillent, s'ils sont moins chers parce que les salariés qui sont employés n'ont aucun droit, si c'est moins cher parce que on demande à des gens de bosser 60 heures ou d'avoir 2 ou 3 boulots, la France insoumise estime que c'est pas bien et que dans ces cas-là, on doit surtaxer ces produits-là quand ils arrivent en France. Et en espérant peut-être, en montrant un signal fort à ces pays, qui vont rehausser les minima sociaux d'eux-mêmes. Parce que là, tant qu'on achète leurs produits, malheureusement parce qu'on n'a pas toujours le choix et que c'est quand même plus facile d'aller au moins cher, quelque part on encourage ce type de politique. On souhaite aussi mettre en place une relance de l'emploi au service de l'écologie. Donc en 2 temps, un déblocage de 100 milliards d'euros pour l'investissement écologique et social, et en utilisant les 41 milliards qui ont été attribués pour le CICE, le pacte de responsabilité dont vous avez dû entendre parler, dans la transition écologique. C'est-à-dire reprendre en quelque sorte un programme de grands travaux, mais centré sur l'écologique et le renouvelable. Et donc créer des emplois par là, une espèce de plan Marshall écologique. Mettre au pas la finance. Donc la première mesure là-dessus, c'est la séparation des banques d'affaires et des banques de détail. Donc les banques de détail, c'est la banque où nous on va. Enfin, moi je vais, c'est la banque où vous avez votre compte en banque, votre livret A, vous pouvez faire un emprunt pour acheter une maison. La banque d'affaires, c'est la partie dont vous avez entendu parler lors de l'affaire Carviel, qui va acheter, vous prenez par exemple un paquebot rempli de pétrole qui fait le trajet d'Arabie Saoudite en France, sur le chemin il change 5 fois de propriétaire. Et à chaque fois le prix monte, etc. etc. Donc, tant qu'il y a un lien entre ces deux types de banques, l'argent des sociétaires ou, que vous mettez à la banque sert à faire fructifier les banques d'affaires, principalement. Et on souhaite aussi taxer les transactions financières, parce que finalement, comme le travail est taxé, il n'y a pas de raison que les transactions financières ne le soient pas. Ensuite, on va passer à la partie du partage. Et vous n'allez pas en voir beaucoup plus. Donc, pour le partage, désolé. C'est pas moi qui l'ai choisi, pourtant j'avais bien le rouge. Donc, pour le partage, en fait, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que quand vous écoutez des patrons d'entreprise ou des gens du MEDEF ou même à la télévision, on vous dit le partage est une charge. C'est pas vrai. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, le partage c'est une richesse. Le partage, c'est la façon dont vous et moi, on participe à la vie de la société.
on participe à la vie de notre pays. Et dans ce sens-là, il faut aussi partager notre travail, non pas pour que tout le monde en ait, mais pour que tout le monde soit inscrit dans la société. Donc pour ça, on souhaite réduire le temps de travail pour que chacun puisse travailler, et qu'ensuite on partage les richesses produites par ce travail. Pour la réduction de travail, on a prévu une sixième semaine de congés payés, une application réelle des 35 heures. Je ne sais pas si vous connaissez des gens dans le milieu hospitalier ou des choses comme ça. Il y a des choses à revoir pour appliquer réellement les 35 heures. Il faut savoir que le temps de travail moyen en France réel est supérieur à 39 heures. Donc malgré qu'on nous dise qu'on ne bosse pas beaucoup. Favoriser la semaine de 4 jours et le passage de 32 heures. Donc ça, pas par loi, le favoriser par le biais des accords en entreprise. Et restaurer la retraite à 60 ans. Parce que c'est quand même terrible qu'on nous dise qu'on ne peut pas être à la retraite à 60 ans, alors qu'on sait que là où que les gens qui ont le plus de mal à retrouver du boulot, c'est après 55 ans. Donc à un moment, il faut avoir une logique. On souhaite aussi instaurer un salaire maximum pour les dirigeants d'entreprise. Alors, en instaurant un écart de 1 à 20 entre le salaire le plus bas et le plus haut. Il faut savoir qu'en 89, le dirigeant de Peugeot touchait 29 fois le SMIC de l'époque. À l'heure actuelle, un dirigeant d'une grosse entreprise peut toucher 900 à 1000 fois le SMIC. Donc on souhaite réduire cet écart. Et puis au moins, s'il veut s'augmenter, il sera obligé d'augmenter tout le monde. On souhaite aussi augmenter les salaires en passant par une augmentation de 16% du SMIC pour le porter à 1326 € net. Si vous vous rappelez la courbe du début, on est toujours en dessous du salaire médian actuel, mais bon, ça sera déjà au moins un salaire avec lequel les gens peuvent essayer de vivre. Et revaloriser les salaires des fonctionnaires qui sont gelés depuis 2010. Il y a d'autres mesures là-dessus. Malheureusement, je ne pouvais pas toutes les extraire, c'était difficile de choisir. Malheureusement, le temps file. Le temps file. Et enfin, la dernière mesure, et pour moi une des plus importantes, c'est réprimer les inégalités femmes-hommes. Toujours dans le monde du travail. Moi, je suis délégué syndical. À l'heure actuelle, dans toutes les entreprises, on est obligé de faire tous les ans un rapport sur l'égalité femmes-hommes. On fait le rapport, on le rend, tout le monde est content, et derrière, il ne se passe rien. Donc, ce qu'on veut mettre en place, c'est des sanctions financières et pénales quand il y a des inégalités qui sont constatées. On veut aussi mettre en place, comme dans certains pays du Nord, des congés parentaux de durée identique pour les 2 parents, ce qui rendra les carrières identiques, quel que soit son sexe, et donc qui devrait éviter les discriminations. Et enfin, revaloriser les métiers occupés majoritairement par des femmes, parce que malheureusement aussi, dans ces métiers-là, on constate que beaucoup de métiers majoritairement occupés par des femmes sont des métiers qui sont peu payés, et pourtant qui travaillent autant, voire plus que dans d'autres corps de métier. Donc voilà, si vous avez des questions, et si on a encore le temps. Oui, on a 3 minutes. Donc, je dis ça. Non? Oui? Est-ce que il y a vous avez une position par rapport au revenu de base ou au salaire à vie, par exemple? Alors, dans le programme, non, c'est pas évoqué. Le salaire à vie, donc tu nous coinces. Après, tout dépend de ce que tu appelles un salaire à vie, parce qu'à partir du moment où tu as un salaire quand tu travailles, après une retraite, c'est ce que tu appelles ça. C'est trio, c'est Oui, là. en fait, de séparer totalement le revenu du travail. C'est complètement différent de salaire à vie et le revenu de base. Mais là, on va dire, par exemple, le revenu de base. Donc non, il y a des revalorisations des minima, mais dans le programme, non, c'est pas une idée... c'est une idée compliquée à mettre en place. Il n'y a pas le revenu de base en tant que tel, mais par contre, il y a aussi des mesures en faveur de la jeunesse, avec accorder des revenus type RSA, RSI, dès la majorité. Disons plutôt pas d'attendre 25 ans. Voilà. Plutôt que de donner d'argent. Petite précision, quand on parle du revenu, du salaire, comme revenu universel, c'est comme ça qu'Amon l'a proposé. Il faut quand même savoir qu'en France, il y en a déjà un, il s'appelle le RSA quand même, d'une certaine manière.
et qu'à l'heure actuelle, si on l'appliquait déjà correctement, ce serait déjà pas si mal, puisque 40% des ayants droit au RSA ne le demandent pas. Parce que c'est compliqué sur le plan administratif, pour des tas de raisons, parce que les gens sont culpabilisés d'aller le demander. Donc déjà, si tous les ayants droit au RSA touchaient le RSA, on aurait déjà fait une grosse avancée sociale. Pour le moment, l'axe politique, c'est plutôt de renforcer les revenus des gens les plus défavorisés, plutôt que d'instaurer un revenu fixe pour tout le monde, que l'on gagne 200 € par mois ou 3 000.